Merci à vous, merci au professeur Fabrice Jolon d'avoir invité, merci aux organisateurs, merci au professeur Coru de modérer cette session. Donc effectivement, moi je vais vous parler des traitements pharmacologiques, et pas que dans les troubles du sommeil, dans la crise suicidaire. Pourquoi? Parce que maintenant les liens sont bien établis entre les troubles du sommeil, la crise suicidaire et les troubles psychiatriques, que ce soit en population générale ou dans la population de patients souffrant de troubles psychiatriques. Merci. En effet, il y a une première méta-analyse parue en 2012 qui montre que l'insomnie et les cauchemars augmentent le risque de passage à l'acte d'idées suicidaires par 3, voire par 4, et cela indépendamment des symptômes dépressifs. D'autres troubles du sommeil sont associés aux idées suicidaires, aux tentatives de suicide et au suicide, comme le temps d'éveil nocturne, et surtout en deuxième partie de nuit, les saisons avec un pic de tentatives de suicide, d'abord au printemps, mais aussi à l'automne, tout ce qui est désynchronisation des rythmes circadiens comme le jet lag, et enfin l'hypersomnie et l'hypersomnolence sont également associés à la crise suicidaire. Donc finalement, traiter les troubles du sommeil semble un enjeu important dans la prise en charge de la crise suicidaire, mais aussi dans la prévention du suicide. Donc traiter l'insomnie pour prévenir le suicide, c'est une question importante, sauf qu'il y a peu d'études qui s'est intéressées à si le traitement de l'insomnie permet la réduction des idées suicidaires et voire du suicide. Je vais vous faire un tout petit rappel un peu sur les traitements hypnotiques utilisés dans le trouble insomnie. Très brève. Donc il y a ceux qui agissent sur la balance veille-sommeil et ceux qui agissent sur le timing veille-sommeil. Donc pour bien comprendre comment ça fonctionne, il y a une interaction inhibitrice réciproque entre le système d'éveil et le système du sommeil. Le matin, avec la lumière du jour, avec une pression circadienne élevée et une pression homéostasique faible, il y a les noyaux à orexine qui sont vraiment les chefs d'orchestre de l'éveil, qui vont activer les autres noyaux de l'éveil que vous connaissez, les noyaux du locus coeruleus qui sécrètent la noradrénaline, les noyaux du raphe qui sécrètent la sérotonine et les noyaux tubio-mammalaires qui sécrètent l'histaline. Et donc ces noyaux vont inhiber les noyaux GABAergiques du VLPO, le noyau ventrolatéral préoptique, qui est lui le chef d'orchestre du sommeil. Le soir, à la tombée de la nuit, avec une diminution de la luminosité, la sécrétion de mélatonine, on a le noyau ventrolatéral préoptique qui, lui, va inhiber le système d'éveil, le système orexinergique et les autres noyaux éveillants, ceux du locus coeruleus, du raphe et tubéro-mammalaire. Et donc, on a des molécules qui agissent sur la balance des sommeils, qui agissent en ciblant les mécanismes inducteurs du sommeil GABAergique au niveau du noyau AVLPO. Alors, vous les connaissez, c'est les benzodiazépines, les dérivés de benzodiazépines, la prégabaline, et toutes les molécules GABA, modulatrices, qui agissent sur le VLPO. Et puis on a les inhibiteurs des mécanismes d'éveil, comme les antagonistes des récepteurs histaminergiques, les antagonistes orexinergiques, les inhibiteurs de la neurotransmission des monoamines et de l'acétylcholine, qui regroupent les antidépresseurs sédatifs et les antipsychotiques. Et un petit exemple, le professeur Tournier en a pas mal parlé des antidépresseurs, mais quelle est leur action sur le sommeil? Eh bien, ils diminuent l'éveil, ils augmentent le sommeil lent profond, qui est le sommeil le plus récupérateur, et ils inhibent le sommeil paradoxal. Et ces traitements permettent une amélioration de la continuité du sommeil. Enfin, il y a les traitements qui agissent sur le timing veille-sommeil. Donc, on a une horloge biologique dans le cerveau qui s'appelle les noyaux suprachiasmatiques qui vont organiser l'ensemble des rythmes sur 24 heures, y compris les rythmes veille-sommeil. Et donc, il y a plusieurs modes d'action de la mélatonine, à la fois chronobiologique, c'est-à-dire qu'elle va aider l'horloge à organiser les rythmes sur 24 heures. Donc, par exemple, dans les syndromes de retard de phase, la mélatonine a vraiment une recommandation de grade A. Et puis, elle a un effet soporifique avec une augmentation de la somnolence. Alors, qu'est-ce qu'on sait un peu des études sur les hypnotiques dans la prévention de la crise suicidaire? En fait, il n'y en a pas beaucoup qui ont regardé vraiment si cibler l'insomnie va permettre de réduire la crise suicidaire. Donc, je vais vous en exposer quelques-unes. Alors, on a une série de cas sur 28 patients faits avec la mirtazapine chez des patients qui souffraient d'épisodes dépressifs caractérisés avec insomnie. Ils ont montré qu'il y avait une résolution complète de l'insomnie et parallèlement à cela, une résolution des idées suicidaires et une diminution des symptômes dépressifs. Donc cette série de cas suggère qu'en ciblant l'insomnie, on peut réduire les idées suicidaires.
Donc c'est vraiment qu'une série de cas. L'objectif, ça serait de faire une étude randomisée contrôlée versus placebo, mirtazapine versus placebo, qui regarde vraiment si traiter l'insomnie dans la dépression par mirtazapine réduit le risque du suicide. Donc, professeur Tournier a pas mal parlé déjà des benzodiazépines, donc ça fait partie des hypnotiques, et effectivement, il y a des cohortes. Une première cohorte en 2009 qui montre que l'influence, que le fait d'être traité par hypnotique influence le taux de mortalité, toutes causes confondues, et notamment le taux de mortalité par suicide, avec chez les hommes un hazard ratio à 21,88 et chez les femmes multiplié à 24,57. Donc il y aurait une association entre l'utilisation d'hypnotiques et les idées suicidaires. Une deuxième étude de cohorte montre également des relations transversales entre les idées suicidaires et tout ce qui est utilisation d'hypnotiques dans les 12 derniers mois. Donc c'est une cohorte parue en 2011. Sauf que ça, c'est des données d'études de cohorte, et il y a des études interventionnelles qui montrent un peu des choses différentes. Donc l'étude de Malcolm en 2019, donc, qui est une étude randomisée, contrôlée versus placebo, réalisée chez 103 patients qui souffrent de dépression avec idées suicidaires et avec insomnie, qui montre que dans le groupe traité par zolpidem, il y avait une réduction plus importante du score d'idées suicidaires que dans le groupe placebo. Parallèlement à ça, il y avait une réduction des symptômes d'insomnie plus importante dans le groupe zolpidem que dans le groupe placebo. Et ils ont montré qu'il y avait une association longitudinale positive entre les changements au score d'intensité de l'insomnie et le changement du score d'intensité des idées suicidaires. Ils ont regardé si ces effets de l'insomnie sur les idées suicidaires pouvaient être médiés par des dimensions impliquées dans le suicide, comme la dépression, comme le désespoir, les cauchemars, et ils n'ont pas montré qu'il y avait de médiation. Donc cette étude démontre en tout cas que le zolpidem est efficace pour traiter l'insomnie chez les patients suicidaires ambulatoires souffrant de troubles dépressifs majeurs, et que la résolution de l'idéation suicidaire coïncide positivement avec la résolution des symptômes d'insomnie. Une autre étude qu'on a soumise dans le Journal Affective and Disorder va un peu dans ce sens-là. Donc, c'est une étude chez les patients déprimés résistants. Cette étude ciblée a regardé les relations sur un an, les associations entre les perturbations du sommeil et des rythmes veille-sommeil avec les idées suicidaires. Et cette étude montre que la somnolence à un an est un facteur de risque d'idées suicidaires, mais que la prise d'hypnotique, il y a pas mal d'hypnotiques différents chez ces patients, mais en tout cas réduisait à un an les idées suicidaires. Donc pour les traitements, en tout cas, le zolpidem agirait sur l'insomnie et sur les idées suicidaires par ce biais de diminution de l'insomnie. Chez les patients déprimés résistants, il y aurait une prévention également du risque suicidaire chez ces patients traités par l'hypnotique. Ça, c'est du côté médicamenteux. Un petit mot, c'était pas le sujet, mais je trouvais ça important de parler de la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie, qui est vraiment le traitement de référence de l'insomnie. Et c'est pas les hypnotiques qui sont les traitements de référence. Il y a plusieurs études qui ont essayé de regarder si après un traitement par TCC, il y avait une amélioration ou une diminution des idées suicidaires. Donc une première étude de Mambert parue en 2011 qui ont montré chez les patients déprimés et suicidaires avec insomnie qu'après 7 sessions de TCC, il y avait une diminution du niveau d'idées suicidaires, aussi bien chez les patients très déprimés que moyennement déprimés. Une autre étude de Troquel, parue en 2015, qui l'a ciblé à voir s'il y a des changements au niveau du score d'intensité d'insomnie induisait un changement au niveau du score d'intensité d'idées suicidaires à la BEC. Et là, chez les vétérans qui ont de l'insomnie, des idées suicidaires, de la dépression, on voit que 7 points de réduction au score d'intensité de l'insomnie entraînait 65% de réduction des idées suicidaires. Et après ajustement à la dépression, à l'amélioration de la dépression, ces 7 points de réduction permettaient aussi encore 40% de réduction des idées suicidaires. Donc on voit bien que jouer sur l'insomnie permet de jouer sur les idées suicidaires. Qu'en est-il du traitement des cauchemars? Donc là, on a parlé de l'insomnie, on a dit que les cauchemars augmentaient effectivement le risque d'idées suicidaires de la même façon que l'insomnie à 3 fois, 4 fois. Donc le traitement des cauchemars est aussi un enjeu de santé publique majeur. Donc un petit rappel sur les cauchemars. Donc les cauchemars, ce sont des rêves dysphoriques qui réveillent le dormeur. Ça fait partie des parasomnies qui se passent en sommeil paradoxal.
Les traitements, donc il y a plein des traitements dans la littérature qui ont été étudiés, mais en tout cas, les traitements qui ont le niveau de preuve le plus élevé, c'est encore les thérapies cognitivo-comportementales avec la répétition par imagerie mentale positive dont je vous parlerai tout à l'heure. Et au niveau des traitements médicamenteux, le seul traitement qui a un niveau de recommandation de grade A dans la maladie des cauchemars, c'est celui pour la maladie des cauchemars associée aux troubles de stress post-traumatique, et c'est la prazosine. Les autres traitements n'ont pas montré de preuve. Donc la thérapie par répétition d'imagerie mentale positive, juste pour vous donner quelques infos dessus, donc on demande au patient qui fait des cauchemars d'écrire un nouveau rêve, un nouveau scénario en journée, de le visualiser mentalement en journée 10 à 20 minutes par jour. Et cette thérapie se base sur la théorie de la continuité, c'est-à-dire que nos nuits sont le reflet de la journée, et plus on va avoir des scénarios positifs en journée, plus ces scénarios vont remplacer les cauchemars la nuit. Donc ça montre vraiment son efficacité dans la maladie des cauchemars. Et enfin, le traitement par prazosine. La prazosine, je vous le rappelle, c'est un antagoniste des récepteurs alpha-1 adrénergiques centraux. Son efficacité est comparable à la répétition par imagerie mentale et supérieure au placebo. Ça a été montré dans 2 méta-analyses. Alors, qu'en est-il des études sur la prazosine? Donc, une première étude randomisée contrôlée versus placebo chez 20 patients qui souffrent de PTSD avec des idées suicidaires et des cauchemars, qui a ciblé à regarder si à 8 semaines de traitement par prazosine, il n'y avait ni efficacité de la prazosine sur les idées suicidaires, en critère de jugement principal, mais aussi sur les cauchemars, sur les symptômes de PTSD, sur l'insomnie et la dépression. Et en fait, cette étude est très décevante, puisqu'il n'y a pas de différence significative entre le groupe prazosine et le groupe placebo sur les idées suicidaires, mais en plus, il n'y a pas d'amélioration des cauchemars sous prazosine par rapport au placebo, et ni d'amélioration des idées suicidaires. Donc, il y a une amélioration dans les 2 groupes, sauf qu'elle n'est pas supérieure dans le groupe prazosine. Donc, en tout cas, cette étude ne montre pas l'efficacité de la prazosine en passant par les cauchemars sur les idées suicidaires. Une autre étude randomisée contrôlée versus placebo, chez une population un peu plus importante de vétérans, 152 patients traités par prazosine, 152 patients traités par placebo, à la fois le matin et au coucher, qui évalue encore une fois l'évolution des idées suicidaires, cette fois à 10 semaines et à 26 semaines. Et encore une fois, donc, la prazosine n'a pas montré de diminution n'a pas montré de diminution des cauchemars ni de symptômes de PTSD. En revanche, excusez-moi, elle a permis l'apparition ou la diminution de l'apparition ou de l'aggravation des idées suicidaires. Donc cette fois, cette étude randomisée sur une population beaucoup plus importante a permis de voir qu'il y avait une diminution de la fréquence d'apparition et d'aggravation des idées suicidaires dans le groupe prazosine. Donc peut-être qu'en phase aiguë, elle ne permet pas la prise en charge de la crise suicidaire, mais en tout cas, la prazosine permettrait de prévenir peut-être le suicide. Qu'en est-il de l'imagerie mentale positive? Donc, c'est une étude contrôlée ouverte, non contrôlée ouverte, chez des patients hospitalisés qui font des dépressions sévères associées à une maladie des cauchemars. Et cette étude montre qu'après 3 à 4 sessions de répétition par imagerie mentale chez ces patients, on avait une diminution de la fréquence et de l'intensité des cauchemars, une amélioration du sommeil et cette fois une diminution des idées suicidaires avec une taille d'effet importante. Donc la répétition par imagerie mentale positive pourrait jouer aussi dans la prise en charge de la crise suicidaire, avec une taille d'effet importante. Une autre étude sur la répétition par imagerie mentale positive un peu modifiée, où là on demande au patient de partir de son cauchemar et modifier la fin en une fin plus heureuse, et pas comme la rime, tout modifier le scénario, qui montre encore une fois que sous ce traitement, après les 4 séances de thérapie, on a une réduction des idées suicidaires entre le début de traitement et la fin de traitement. Donc ça reste des études non randomisées et des études ouvertes, donc c'est encore exploré. Et lorsque l'on tient compte de l'évolution des symptômes de PTSD, de dépression, l'évolution de la fréquence et de la gravité des cauchemars et de la qualité du sommeil, là, ne sont pas significativement liés à l'évolution des idées suicidaires. Donc, en conclusion, donc, le sommeil est une fenêtre thérapeutique sur les conduites suicidaires. Les cauchemars, l'insomnie, les éveils nocturnes, l'hypersomnie sont associés aux conduites suicidaires. Quelles sont les perspectives? Les hypnotiques, en tout cas le zolpidem, serait efficace dans le traitement de la crise suicidaire en passant par le traitement de l'insomnie et serait efficace aussi peut-être dans la prévention du suicide, en tout cas chez les patients déprimés résistants. Il y a une efficacité de la TCCI pour diminuer les idées suicidaires chez les patients qui souffrent de troubles du sommeil. Ça restait qu'un essai ouvert sans groupe contrôle, donc ça
c'est quand même à explorer encore. Et les perspectives, c'est peut-être dans le trouble insomnie associé aux idées suicidaires, de combiner les hypnotiques à la TCCI, et ça n'a pas été encore fait, de combiner le traitement de référence avec les traitements hypnotiques. Pour les cauchemars, alors la prazosine pourrait prévenir l'apparition des idées suicidaires chez les patients présentant des cauchemars, même ça réduisait par rapport au traitement placebo l'apparition ou l'aggravation des idées suicidaires. Et encore une fois, la répétition par image mentale semble prévenir le suicide, donc peut-être qu'il faudrait aussi combiner prazosine et RIM dans la prise en charge de la crise suicidaire. Donc j'ai terminé ma présentation, je voulais juste conclure que c'est très important de vraiment identifier chez les patients qui ont des troubles d'humeur ou des idées suicidaires les symptômes d'insomnie et de cauchemar, même aux urgences, puisque c'est vraiment associé avec un facteur de risque multiplié par 3 à 4 aux idées suicidaires, aux tentatives de suicide et au suicide. Merci beaucoup de m'avoir écouté.